Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Leader de Force ouvrière. Merci d'être avec nous sur RMC et BFM TV. On va évidemment commencer par évoquer, si vous le voulez bien, le dossier STX, puisque c'est la nationalisation temporaire que l'État a choisie pour les chantiers navals de Saint-Nazaire. En exerçant son droit de préemption, on passe donc de 33% détenus par l'État à 100% de manière provisoire. Décision utile, nécessaire, vous diriez quoi? Décision nécessaire dans le cadre du dossier. Il faut bien comprendre que STX a un carnet de commandes bien rempli et qu'il y avait des inquiétudes avec le montage tel qu'il était prévu avec les Italiens, parce qu'il y a des inquiétudes à la fois de transfert de technologie, notamment sur la Chine. Il faut savoir qu'il y a quelques années, STX avait passé des contrats avec la Chine sur notamment les méthaniers et les porte-conteneurs, que du coup, on les a plus fabriqués en France. Donc il y a des inquiétudes sur le savoir-faire, sur l'emploi et puis sur un secteur qui est stratégique. Donc c'est une association temporaire. Nous la réclamions depuis un bout de temps. Maintenant, il va falloir trouver un actionnariat stable qui garantisse l'avenir de l'entreprise et des emplois. Parce qu'on est quand même en train, pardonnez-moi, de faire un enfant dans le dos aux Italiens qui avaient un feu vert pour entrer au capital et devenir majoritaire. Il y avait un accord qui avait été passé par le précédent gouvernement. Cet accord a été remis en cause, mais... Ça veut dire que la vérité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Oui, vous savez, il n'y a pas que dans ce genre d'affaires. Des fois, ça peut changer. Si un gouvernement change, certaines choses peuvent changer. Mais enfin, moi, je pense que c'est une bonne décision. Et maintenant, le dossier doit se poursuivre. Mais il faut effectivement garantir l'avenir de cette entreprise. Quand je dis l'avenir de cette entreprise, c'est son savoir-faire, ses emplois, ses compétences. Et à faire attention... Et la formation aussi. Bien sûr. C'est ce qui a l'air de préoccuper les salariés d'STX, dire nous on sait faire, mais il y a tous ceux qui arrivent derrière, il faut les former, il faut qu'il y ait les nouvelles générations. Bien sûr, non mais c'est un ensemble, mais c'est une belle entreprise. Écoutez, c'est elle qui doit faire le carénage du futur bateau porte-nucléaire, etc. Il y a qu'eux qui savent le faire, donc c'est aussi un secteur stratégique, donc c'est une bonne décision. Mais quand même, on n'a pas deux discours aujourd'hui, Jean-Claude Mailly. D'un côté, l'Europe plein la bouche, faut bien le dire, et puis quand il s'agit de construire un partenariat, qui plus est sur une entreprise qui a un carnet de commandes qui est plein, on dit on veut sauver le savoir-faire français. Oui, mais c'est un savoir-faire important. Écoutez, comment peut-on, c'est pas parce que c'est italien, allemand ou autre, ça peut arriver avec une entreprise française également. Est-ce qu'on a les gars, qu'est-ce qui compte? Donc cocorico quand ça nous arrange? Non, c'est pas cocorico, c'est quand même l'avenir d'un secteur stratégique. C'est les derniers grands chantiers navals en France, à la fois sur le civil et le militaire. Il est logique que l'État s'en intéresse. Il peut pas se désintéresser de ça. Il peut pas laisser filer des contrats à l'extérieur. Alors, c'est quoi la bonne solution? 50-50 comme le propose Paris aujourd'hui? Manifestement, l'Italie dit non. C'est l'Italie dit non. Moi, j'en sais rien. Je suis pas dans les négociations. C'est l'Italie dit non. Il faudra trouver quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il faut surtout, au-delà de qui sera l'actionnaire, garantir que l'avenir de l'entreprise est sauvegardé avec, je dis bien, un carnet de commandes de 10 ans. On laisse pas tomber ça comme ça. Toutes les entreprises n'ont pas de carnet de commandes de ce type. La politique de nationalisation, c'était pas forcément ce qu'on attendait d'Emmanuel Macron. Ça vous a surpris? Non, pas tant que ça, parce que il peut être un peu iconoclaste sur certaines choses. Donc oui, il est plutôt, quand il était ministre de l'économie, de conception libérale au plan économique. Maintenant, être président de la République, c'est pas la même chose que d'être ministre de l'économie. Alors, puisqu'on parle d'économie et des entreprises, je voudrais qu'on aborde la question de GMS, puisque lundi, il va y avoir une décision du tribunal. Elle a été à maintes reprises reportée, cette décision. Entre-temps, les salariés ont rencontré hier le patron de GMD, qui est le seul repreneur qui dit écoutez, moi je vous propose 120 salariés sur 277, c'est toujours mieux que rien, c'est ce que vous pensez? Ah oui, c'est toujours mieux que rien, au sens, si l'entreprise ferme complètement, tous les emplois disparaissent. Et c'est logique aussi que les salariés de GMS se battent pour avoir le plus de reprises possible. On l'a bien géré ce dossier GMS ou pas? Écoutez, ça traîne, ça fait quand même un bon bout de temps que ça traîne. Il y a une responsabilité des constructeurs dans cette affaire. Les deux constructeurs français ont une lourde... Renault. Oui, PSA Renault ont une lourde responsabilité sur cette affaire. Maintenant, on peut pas exiger non plus des salariés en poste et des organisations syndicales, on est présent dans l'entreprise, de leur dire écoutez, il faut absolument que vous acceptiez les licenciements. Mais ça n'existe pas, ce genre de choses. Il y a des avis du comité d'entreprise, il faut laisser faire le travail, mais en même temps, il faut garantir le plus d'emplois possible. Quand je dis c'est un accident industriel mesuré au département, c'est quand même l'une des plus grosses... employeur oui, c'est privé. le premier employeur privé du département. Il y a les sous-traitants derrière aussi. Il y a les emplois directs et il y a les sous-traitants. La Creuse est un département qui a énormément souffert, tant sur le plan privé que sur le plan de l'investissement public.
Alors je suppose, Jean-Claude Mailly, que vous avez lu, comme nous tous, les révélations de l'humanité. Muriel Pénicaud a réalisé en 2013 1,13 million de plus-value en bourse, en vendant ses stock options. Alors à l'époque, elle était chez Danone, à la DRH. Or, si les actions ont bondi sur les marchés à ce moment-là, c'est tout simplement parce que le groupe venait d'annoncer une suppression de 900 emplois de cadres, dont une partie en France d'ailleurs. C'est légal, mais est-ce que c'est moral? C'est la question qui se pose aujourd'hui. C'est légal, oui, bien entendu que c'est légal. Le problème de fond derrière tout ça, c'est le mode de rémunération des dirigeants des grandes entreprises. Ça, vous savez, c'est venu des États-Unis d'un économiste qui s'appelle Milton Friedman, un économiste qui a conseillé Pinochet, pour situer un peu le personnage. Et donc maintenant, les dirigeants des grandes entreprises sont rémunérés en fonction de la rentabilité financière de l'entreprise. Vous avez même des présidents de sociétés qui, avant de rentrer dans l'entreprise, savent déjà combien ils vont toucher s'ils s'en sont virés. Alors donc, ça serait bien pour les salariés s'ils avaient des chèques aussi importants. Alors les sommes sont toujours choquantes d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne sais pas. La ministre dit le contraire. C'est pas lié. Elle dit pas d'amalgame ce matin. Oui, elle dit. J'ai bien compris. Moi, je connais pas le dossier. Si c'est pas lié au plan social, je n'en sais rien. Mais le problème, c'est le problème du mode de rémunération. C'est pas un cas individuel. C'est pas la première fois qu'on a. Il faut le revoir. Il faut que le partage des richesses soit. Mais moi, je pense que le mode de rémunération, ça veut dire le mode de gestion de ces entreprises doit être revu. Quand on donne la priorité, mais c'est pas que français. On peut pas faire ça qu'en France. Ça se fait dans tous les grands pays aujourd'hui. C'est ça qui doit être revu. Maintenant, c'est pas dans l'illégalité. Tout le monde le dit d'ailleurs que c'est pas illégal. Ouais, Muriel Pénicaud qui dans le même temps porte évidemment la loi travail. Le Sénat a donné son feu vert pour réformer par ordonnance. Vous avez vu Édouard Philippe mardi. Est-ce qu'il y a, compte tenu de ce qu'il y a aujourd'hui à l'intérieur de ce texte, des lignes rouges qui sont franchies? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore arrêtées. Il faut bien comprendre que dans cette affaire, il y a eu des annonces, mais comme des têtes de gondole, si vous voulez, pendant la présidentielle, mais c'était pas écrit derrière. Donc c'est une concertation qui est très très nourrie, très intense. Mais elle est terminée, la concertation. Non, on se revoit encore au mois d'août. Tout n'est pas écrit. Je lisais ce matin une interview de la ministre qui, sur certains points, dit c'est pas tranché. Donc oui, il y a encore des points. Donc il y a encore des marges de négociation. Alors lesquelles? Quand vous négociez, vous négociez jusqu'au bout. Oui, bien sûr, je vais vous répondre. Mais quand on négocie, on va jusqu'au bout de la négociation. Et c'est un rapport de force, une négociation. C'est on accepte, on refuse, etc. Puis après, on fera le point à la fin où ce sera compromis jugé acceptable ou pas. Et si c'est pas jugé acceptable, à partir de là... C'est quoi le compromis acceptable aujourd'hui, par exemple? Je vais vous donner plusieurs points, par exemple. Donc, on a préservé le niveau de la branche, qui était un point clé par rapport à la loi de l'année dernière. Ceci étant, tout n'est pas réglé. Moi, je ne veux pas, par exemple, que toutes les primes... les salaires minima conventionnels sont négociés dans la branche, mais je ne veux pas que toutes les primes soient rebasculées dans l'entreprise. Est-ce que demain, on va garantir, là où il y a un 13e mois dans la branche, est-ce qu'il est garanti? Ça, on n'a pas encore de réponse ferme. Je donne cet exemple. Sur la fusion des instances représentatives du personnel, alors DP, CE, CHSCT, que les Français connaissent bien, où est le problème? Le problème, c'est on n'a toujours pas quels seront les moyens s'il y a une nouvelle instance. Quels seront les moyens? Les moyens, c'est quoi? Ça veut dire c'est trois choses. C'est les moyens d'expertise de cette structure, de faire appel à des experts extérieurs. Quel est le nombre de délégués? Quelles seront les heures dont disposeront les délégués? C'est un élément important. Ça a avancé sur l'hygiène et la sécurité parce que nous, on veut que ce comité ou une commission hygiène et sécurité puisse saisir la justice. Je ne veux pas que pour des raisons économiques, on sacrifie la santé et la sécurité des travailleurs. Voilà, c'est des points qui, sur certains, ont avancé, mais qui ne sont pas réglés. Oui, il y a les prud'hommes, il y a la manière de négocier, il y a tout ça. Des prud'hommes, mais franchement, est-ce qu'aujourd'hui, quand on vous écoute, vous, la CGT, la CFDT, on a le sentiment que vous craignez en fait pour votre légitimité d'organisation syndicale? Vous vous dites aïe aïe aïe, on va toucher à ce qu'on est nous, organisation. Non, c'est pas toucher à ce qu'on est nous, organisation. Enfin, écoutez, c'est la vie des salariés qui est derrière tout ça. C'est pas la légitimité, mais prenez l'hygiène et la sécurité. C'est un élément clé. Préserver l'hygiène et la sécurité, la santé des travailleurs dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc on ne peut pas laisser filer comme ça les prérogatives d'un CHSCT. Apparemment, ce ne sera pas le cas. Je dis apparemment parce que tant que j'ai pas les textes écrits, je suis quelqu'un de prudent. Ouais, je vous dis ça parce que le gouvernement envisage, par exemple, ce sont des exemples évidemment, de généraliser l'accord majoritaire, c'est-à-dire de se passer de la signature des syndicats dits minoritaires et de se contenter de celui qui représente plus de 50% des salariés pour accélérer la prise de décision en entreprise. Oui, mais ça, c'est pas réglé. C'est un des points qui n'est pas réglé. Autant ça existe déjà. Et ça, c'est un des points qui pourrait, par exemple, vous, à Force Ouvrière, vous faire ce que nous descendre disons, dans la c'est rue. qu'au-delà de 50 salariés,
dans une entreprise, il doit y avoir normalement aujourd'hui un comité d'entreprise, etc. La négociation doit se passer avec les organisations syndicales. On est opposé, je suis opposé, François Rouillère est opposé, par exemple, à ce que l'employeur de lui-même, dans une entreprise de 100 salariés, 80 salariés, décide de faire de lui-même un référendum auprès des salariés. On peut pas, ce que j'ai dit au gouvernement, le gouvernement dit, mais c'est aussi pour favoriser le développement des syndicats. On peut pas dire, je vais favoriser le développement des syndicats et en même temps prendre des structures qui les court-circuitent. C'est pas logique. On peut concevoir dans les petites entreprises, par exemple une toute petite entreprise, une moins de 10 salariés, nous ce qu'on souhaite, ça a priori ça devrait se faire, on négocie des accords nationaux type que les entreprises peuvent utiliser. Après, comme ça se passe aujourd'hui, ils peuvent discuter certaines modalités dans l'entreprise, on n'est pas opposé. Mais la barrière, c'est au-dessus de 50. Le patronat voudrait que jusqu'à 300 salariés, à la limite, le patronat, comme toujours, il voudrait se dégager des organisations syndicales. Bon, donc c'est une loi faite pour le patronat ? Il y a des points, il y a des revendications portées par le patronat. Nous, on porte d'autres revendications sur le plan syndical. Maintenant, où le curseur va tomber à la fin, aujourd'hui, je ne sais pas. Ouais, dites-moi, ce sont des points que vous aviez vus déjà passer, non à l'époque où Emmanuel Macron était au gouvernement ? Non, pas sur ces questions de négociation en tant que telles. Il y a eu d'autres points sur les prud'hommes. Il y a le point du périmètre international qui n'est pas réglé non plus. Il essaye de faire rentrer des choses qui n'ont pas été validées pendant la loi El Khomri. Il essaye de revenir sur certaines choses, oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, il a bien conscience, je crois. Enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un choix politique à faire. C'est pas moi qui vais le faire. C'est le président de la République. Dans notre système, c'était vrai avec Sarkozy, c'était vrai avec Hollande, même si les tempéraments sont différents. Et ce sera vrai avec Macron. À la fin, c'est l'Élysée qui va décider. Ou elle décide un texte qui respecte les lignes rouges portées par les organisations syndicales et on verra, ou il décide de passer en force et il y aura réaction, c'est aussi simple que ça. Et il y aura réaction, c'est-à-dire vous descendrez dans les rues ? Je n'exclus rien aujourd'hui, moi. Tant que je n'ai pas le texte sous les yeux et que je regarde bien effectivement que sur nos lignes rouges, parce qu'il y en a encore, ou lignes rouges, lignes jaunes, peu importe la couleur, ne sont pas respectées. Regardez, on parlait du dossier de Madame Pénicaud, sur les stock options. Quel barème ils vont mettre sur les prud'hommes ? Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, 20 mois pour les indemnités prud'homales, c'est ce qu'on entend dire avec... Oui. Voilà, 1 mois de salaire par année d'ancienneté. Oui, ça c'est ce qu'ils proposent, ça ne nous voit pas. Et puis il n'y a pas qu'un plafond, il faut un plancher aussi. Ça, on en parle beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est quoi ? Il est où le plancher pour vous ? Les dommages et intérêts. Faut bien comprendre qu'on a obtenu l'augmentation de l'indemnité légale. Ça, c'est important. On ne sait pas encore à quel niveau. On est dans les cadres de... Là, on est uniquement sur les licenciements abusifs. Abusif. Donc, ça veut dire, si le juge considère que effectivement c'est un licenciement abusif. Aujourd'hui, si vous êtes dans une entreprise de plus de 11 et que vous avez plus de 2 ans d'ancienneté, c'est un plancher de 6 mois de dommages et intérêts. Alors, si vous n'avez pas 2 ans d'ancienneté, c'est rien du tout. C'est un plancher, bien entendu. Ou on garde ce plancher, donc il ne faut pas le baisser, ou alors on fait un plancher un peu plus bas, mais on l'étend à tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça c'est pas tranché. Et sur la question des CDD, c'est vrai que c'est revenu sur le devant de la scène, avec la possibilité de demander, là pour le coup, aux branches professionnelles de fixer elles-mêmes les règles. C'est une sorte de CDD sur mesure, ça vous va, ça vous va pas ? Non, c'est pas une CDD, c'est pas un CDD sur mesure. On est quand même, un petit peu. Non. Chaque branche peut dessiner. Pas n'importe quoi. Le Nous, CDD par exemple, qui il y a un refus de notre part de dire voilà les motifs de recours au CDD, ça doit être de relever de la négociation. Pour nous, non. Les motifs de recours du CDD, ça doit être dans la loi. Après, la négociation de branche. Ça, vous dites non parce que ça va vers la précarisation. Sur les motifs, oui, les motifs, ça doit rester au niveau de la loi. Après, on peut discuter de certaines choses au niveau des branches. Les branches, on est partisans de la négociation de branche depuis toujours. Oui. Bon, donc si l'on fait confiance à la branche, il faut aussi laisser la possibilité. Dans les branches, on signe pas n'importe quoi non plus. Faut bien comprendre. On est partisans de la négociation de branche. On avait refusé ce qui était à l'origine, que ces questions de CDD soient transférées à l'entreprise. Là, on a dit niet, ça. Là-dessus, ils nous ont écoutés. Donc, vous voyez, il y a encore plein de choses à régler. Il y a encore plein de curseurs. On vous sent encore très ouvert à la concertation et manifestement, la base comprend pas très bien. La base force ouvrière, il y a des militants qui lisez le papier de Mediapart qui vient de sortir, qui dit que certains militants disent mais on ne reconnaît pas Jean-Claude Mailly, on l'a laissé en 2016, il était sur le devant des défilés, puis là il est en retrait. Oui, Force ouvrière ne change pas, c'est le contexte qui change. L'année dernière, on a changé. Pourquoi le contexte ? Tout simplement parce que l'année dernière, il n'y a pas eu de concertation. Quand nous faisions des propositions, des contre-propositions l'année dernière, à chaque fois, ça allait directement à la poubelle. On n'avait même pas l'occasion d'en discuter. C'était ça la réalité. J'ai même écrit un bouquin là-dessus. Donc là, on n'est pas dans ce genre de situation pour le moment. Quand votre interlocuteur accepte
ce qui n'était pas vrai au début, de concerter, vous pratiquez la concertation. Sinon, on n'est pas un syndicat, on est un parti politique. Et moi, je tiens à ce que Force ouvrière reste un syndicat. Après, on fera le point à la fin, comme dans toute négociation. À la fin, on regarde, c'est bien, tant mieux, c'est pas bien, on mobilise. C'est aussi simple que ça. Merci Jean-Claude Merci à Bailly vous. d'avoir été avec nous en direct sur RMC et BFM TV 8h55.